Et si, en une décennie à peine, le centre du pouvoir agricole mondial basculait soudainement des tours de verre de Washington ou de la froideur des salles de conseil de Bâle vers le cœur brûlant du Burkina Faso? Imaginez ce scénario, alors que depuis plus d'un demi-siècle, les multinationales des OGM, des noms tels que Monsanto, Syngenta ou Bayer, dictent leurs lois sur les plaines fertiles du Midwest américain, un pays d'Afrique de l'Ouest, souvent perçu comme un simple terrain d'expérimentation, décide de tout renverser. Aux États-Unis, dans les États agricoles comme l'Iowa, le Kansas ou le Nebraska, les agriculteurs sont piégés, condamnés à acheter chaque saison des semences de breveté, enchaînés à une dépendance qui, d'année en année, semble de plus en plus inéluctable. Leurs témoignages se ressemblent: nous ne possédons plus nos champs, nous louons nos semences, confiait récemment un fermier d'Omaha. Cette sensation de dépossession n'est pas qu'économique, elle est existentielle. La terre, héritée de génération en génération, ne peut plus produire sans la permission d'un géant industriel lointain. Mais à des milliers de kilomètres du Midwest, sur les terres rouges et poussiéreuses du Sahel, une initiative inédite bouleverse l'ordre établi, le Sahel Seed Vault. Ce coffre-fort, presque mythique, a été bâti pour conserver, protéger et ressusciter plus de 120 variétés de semences indigènes africaines, dont certaines sont cultivées depuis plus de 1000 ans. Ici, ni Monsanto, ni Syngenta, ni Bayer n'ont de droit. Ces graines appartiennent au peuple qui, de génération en génération, les ont adaptées, améliorées, chéries. Ce projet n'est pas un simple symbole, ni un geste folklorique. Il soulève une interrogation cruciale. Qui détient aujourd'hui le véritable contrôle de notre alimentation? Un pays longtemps considéré comme dépendant, voire vulnérable, peut-il enfin reprendre en main sa survie? Et, ce faisant, défier tout un empire industriel bâti sur la dépendance des autres? Pour comprendre la portée de ce bouleversement, il faut remonter aux origines de la domination des OGM, à la toile de dépendance qu'ils ont patiemment tissée à travers la planète. Il convient de rappeler que, dans les années 70, la Révolution verte m'en fut saluée comme une avancée majeure: de nouvelles variétés, des rendements en hausse, la promesse de mettre fin à la faim dans le monde. Pourtant, cette révolution portait en elle les germes d'un autre type de domination, la mainmise sur la graine, source de toute vie agricole. Prenons l'exemple historique du coton BT en Inde. Au début des années 2000, des millions de petits producteurs ont adopté les semences brevetées, séduits par l'idée de rendement miraculeux et de résistance accrue aux parasites. Mais très vite, des témoignages ont afflué: impossibilité de ressemer d'une saison à l'autre, hausse continue des prix, endettement massif et, tragiquement, une vague de suicides agricoles sans précédent. Ce cycle de dépendance n'a rien d'un accident. Il est le résultat d'une stratégie industrielle délibérée, pensée pour enfermer le producteur dans un cercle sans fin d'achat de semences, d'engrais et de pesticides, tous contrôlés par les mêmes entreprises. Ce modèle s'est répandu sur tous les continents. En Afrique, il s'est infiltré par des programmes d'importation de semences améliorées, par des paquets technologiques imposés via des partenariats de développement très encadrés. Les cultures traditionnelles, le maïs, le sorgho, les variétés locales de riz, d'arachide ou de niébé, s'effacent, jugées insuffisamment productives. Les paysans payent très cher pour des graines qu'ils n'ont plus le droit de ressemer, et la sensation de dépossession s'installe, profonde, presque identitaire. Le cas du Niger, où plus de 40% des cultures vivrières sont désormais issues de semences provenant de multinationales, illustre bien cette dynamique. Ce n'est pas uniquement une question de productivité, mais de contrôle et de transmission des savoirs. Pour les communautés rurales africaines, la pression est double. Il faut survivre économiquement dans un système qui laisse peu de marge de manœuvre, tout en voyant disparaître la diversité agricole locale. À chaque variété oubliée, à chaque technique abandonnée, c'est un fragment de l'histoire du continent qui s'éteint et une parcelle de liberté qui s'évapore. L'enjeu dépasse la production alimentaire. Il s'agit de la survie des savoirs ancestraux, de la résilience face aux crises, qu'elles soient climatiques, économiques ou politiques, et de la dignité d'un continent qui refuse d'être réduit à un simple rouage dans une chaîne industrielle mondiale. Mais alors que ce système semblait inébranlable, un mouvement inattendu a émergé. Au Burkina Faso, pour la première fois, une initiative ose rompre la dépendance. C'est un projet qui redonne espoir et fait vaciller les géants de l'agro-industrie. À l'ombre de la savane, des agronomes, des chefs coutumiers, des anciens et des jeunes militants unissent leurs forces. Leur ambition: bâtir le tout premier coffre-fort à semences du Sahel et changer le visage de l'agriculture africaine.
Dans les chambres climatisées de Kaya, au cœur du Burkina Faso, on ne protège pas simplement des graines, on sauvegarde la mémoire vivante de tout un continent. Chaque boîte, chaque grain entreposé ici incarne une histoire collective plus ancienne que n'importe quelle frontière coloniale. Le Sahel Seed Vault n'est pas une simple installation agricole. C'est une citadelle érigée pour défier les sécheresses, les conflits et les tempêtes, tout en préservant la diversité de plus de 120 cultures indigènes africaines. Les variétés conservées incluent des sorgho rouges résistants à la sécheresse, des niébés capables de survivre dans des sols pauvres, des fonio cultivés depuis l'Empire du Ghana, et même des variétés de riz oubliées que les anciens se souviennent avoir vues dans leur enfance. Dehors, le soleil du Burkina Faso brûle la terre, mais à l'intérieur, la température reste constante, régulée par des générateurs solaires et un système de refroidissement conçu pour résister aux coupures d'électricité fréquentes. Quoi qu'il advienne, sécheresse, conflit, crise politique, la graine de l'espoir survit. On y trouve du mil qui pousse avec seulement 3 gouttes d'eau, des arachides nourrissant des familles entières au pic de la saison sèche, du riz ancestral oublié des manuels occidentaux, mais protégé ici, loin des brevets étrangers. Rien n'est laissé au hasard. Mur épais, système de sécurité et surtout une philosophie intransigeante. Cette collection n'appartient ni à Monsanto, ni à Syngenta, ni à Bayer. Elle appartient au peuple africain, et à lui seul. Ce coffre-fort est la partie visible d'une révolution politique silencieuse. À Ouagadougou, le gouvernement a tranché, tourné le dos aux géants des semences modifiées et priorisé la souveraineté. Désormais, il s'agit de récupérer, restaurer et transmettre les semences traditionnelles. L'objectif est au clair, ne plus dépendre des importations étrangères. Ce choix n'est pas neutre, il faut oser dire non à des contrats alléchants, rompre avec la logique des marchés captifs, affirmer « notre terre, notre avenir, nos règles ». La réaction ne s'est pas fait attendre. Au Burkina Faso, un souffle d'espoir traverse villages et villes. Des coopératives féminines aux jeunes agronomes, on parle de renaissance et de dignité retrouvée. Mais à l'étranger, l'inquiétude grandit. Dans les ambassades, les consultants s'affolent, car derrière ce coffre-fort, ce sont des milliards d'euros de profits OGM, des monopoles commerciaux et une influence diplomatique patiemment bâtie qui tremble soudain. Les multinationales sentent leur modèle vaciller. Elles redoutent l'effet domino. Si le Burkina Faso regagne son autonomie, combien d'autres suivront ? Les risques sont immenses. Représailles économiques, menaces sur les aides au développement, pression diplomatique. Mais pour la première fois, les rapports de force s'inversent. L'Afrique ne se contente plus de subir, elle propose une vision et s'y accroche. C'est un pari dangereux, mais aussi une chance sans précédent de reprendre son destin en main, de nourrir sa population selon ses propres règles et de restaurer une dignité trop souvent niée. Dans les rues de Kaya, certains murmurent que ce coffre protège autant les graines que l'honneur d'un peuple. Tous les regards se tournent vers l'Occident. Comment va-t-il réagir à cette rupture ? Les premiers signaux sont clairs, une riposte s'organise dans l'ombre, alors même que l'Afrique commence déjà à inspirer ses voisins du Sahel et d'ailleurs. Derrière les murs du Seed Vault, la tension monte. Chaque décision politique, chaque visite diplomatique devient un test pour la nouvelle indépendance du pays. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. On se rappelle le précédent norvégien, le Svalbard Global Seed Vault, inauguré en 2008 dans l'Arctique, fut salué comme un coffre-fort mondial pour la biodiversité. Mais à la différence de Svalbard, conçu sous l'égide de consortiums internationaux, le Sahel Seed Vault place l'Afrique aux commandes. La différence n'est pas qu'une question de latitude, mais de pouvoir. Une étincelle jaillit à Kaya. Soudain, tout le continent africain semble prêt à s'embraser. À peine quelques jours après l'annonce du Sahel Seed Vault, l'onde de choc secoue l'Occident. Des mémos confidentiels circulent sur les réseaux. La Maison-Blanche s'inquiète, Bruxelles s'alarme, même certains bureaux de l'ONU s'agitent en coulisses. Sur les marchés financiers, la panique est immédiate. Les actions des géants OGM s'effondrent, des centaines de millions d'euros s'évaporent en moins d'une semaine. Chez Monsanto et Syngenta, la tension monte. Et si le modèle burkinabé se propageait ailleurs ? Car la nouvelle franchit vite les frontières. À Bamako, à Niamey, à Accra, les téléphones sonnent sans relâche. Au Mali, le ministère de l'Agriculture se réunit en urgence. Au Niger, un audit national des semences démarre. Au Ghana, des discussions secrètes s'ouvrent avec les agriculteurs. L'idée d'un coffre-fort à semences pour la région n'est plus une utopie, mais une perspective concrète. Tout le monde veut monter à bord avant qu'il ne soit trop tard. C'est l'effet domino. Des gouvernements jadis sceptiques revoient leurs certitudes et songent, pour la première fois, à leur autonomie agricole.
À Ouagadougou, les délégations étrangères se succèdent, venues percer le secret de ce succès inattendu. Mais la vague va bien au-delà des cénacles politiques. Elle descend dans la rue. Sur les marchés d'Afrique de l'Ouest, de jeunes cultivateurs s'enorgueillissent d'oser des variétés anciennes retrouvées. Les coopératives féminines organisent des foires aux semences. Dans les villages, la rumeur enfle. L'Afrique prend la main sur son destin. L'impact dépasse de loin le continent. Aux États-Unis, la presse agricole s'interroge. Dans l'Iowa, certains fermiers avouent admirer le courage du Burkina Faso, capable de s'arracher à la dépendance des brevets. À l'ouest, l'inquiétude vire parfois à la peur. Les experts redoutent que le Sud global ne s'inspire de l'exemple africain. À São Paulo, New Delhi, Jakarta, des syndicats agricoles saluent la révolution verte africaine. Le regard porté sur l'Afrique se métamorphose. Jadis périphérie agricole, elle devient laboratoire, pionnière d'autonomie. Les équilibres mondiaux se déplacent. Maîtriser ses semences, c'est aussi contrôler son alimentation, sa culture, sa souveraineté. Désormais, l'Afrique n'est plus une spectatrice des politiques mondiales. Elle impose son tempo, elle inspire, elle dérange. Mais la route est semée d'embûches. Les multinationales, sentant leur pouvoir vaciller, préparent la riposte. Pression diplomatique, tentative de sabotage économique, campagne de désinformation, elles sortent l'artillerie lourde. D'un côté, la promesse d'un basculement historique du pouvoir agricole, de l'autre, la menace de tout faire échouer, quitte à plonger la région dans le chaos. Le sort de la souveraineté alimentaire pourrait bien se jouer ici et maintenant. Pourtant, la force du Burkina Faso ne réside pas seulement dans ses institutions ou ses infrastructures. C'est tout un peuple qui se remet debout, porté par une fierté retrouvée, une conscience nouvelle de son pouvoir collectif. On pourrait comparer ce réveil à la révolution des semences qui eut lieu au Mexique dans les années 80, lorsque les communautés indigènes du Chiapas décidèrent de relancer la culture du maïs natif, refusant l'entrée des variétés transgéniques et imposant leur droit de cultiver selon leurs traditions. À l'époque, cette initiative avait été saluée comme un acte de résistance culturelle, mais elle était restée marginale. Ce qui se passe au Burkina Faso, c'est la même logique, portée à une échelle nationale, voire régionale. Mais l'élan suscité par Kaya n'a rien d'irréversible. Dans l'ombre, certains sont prêts à tout pour reprendre le contrôle. Les tentatives de corruption de responsables locaux, les promesses d'investissements massifs, les campagnes de presse orchestrées depuis l'étranger, tout est mis en œuvre pour discréditer le projet, le présenter comme archaïque, voire dangereux pour la sécurité alimentaire mondiale. Pourtant, chaque attaque renforce la détermination des Burkinabés, qui voient dans ces menaces la preuve que leur combat dérange. Quand la confiance prend racine, même les terres les plus desséchées peuvent refleurir. Et c'est ce que prouvent les villages autour de Kaya. Des écoles rurales organisent pendant des ateliers de transmission des savoirs où les anciens apprennent aux jeunes à reconnaître, sélectionner et préserver les semences locales. Des concours sont lancés pour récompenser la plus belle récolte de mil traditionnelle et les marchés hebdomadaires voient réapparaître des variétés oubliées. En quelques années, la biodiversité agricole locale, mesurée par des chercheurs de l'université de Ouagadougou, a augmenté de plus de 30%. Ce chiffre, relayé dans la presse scientifique internationale, devient un symbole. Il est possible de restaurer la diversité même après des décennies de monoculture industrielle. Le Sahel Seed Vault n'a pas seulement protégé des semences, il a semé une révolution silencieuse dans la société burkinabé. Dans les villages et sur les plateaux, des jeunes qui rêvaient d'ailleurs choisissent désormais de rester, ou reviennent pour cultiver leurs terres. Ils y trouvent une dignité nouvelle, portée par le sentiment de nourrir leur pays avec des variétés dont ils sont fiers. Ce retour à la terre n'est pas un simple élan nostalgique. Il offre aux communautés une résilience accrue face à la sécheresse, à l'instabilité des marchés mondiaux et à la menace du climat. Saison après saison, des familles redécouvrent la liberté de ne plus dépendre de semences venues d'ailleurs. La diversification des cultures permet de mieux résister aux ravageurs, de réduire l'usage des pesticides et d'assurer une alimentation plus variée. Les recettes traditionnelles reviennent dans les foyers. Le taux de mil, la bouillie de fonio, le riz rouge au sumbala. On redécouvre les vertus nutritionnelles de ces aliments longtemps méprisés. Les marchés locaux retrouvent des couleurs. Les étals se remplissent à nouveau de produits ancestraux et la cuisine nationale se réinvente, guidée par ceux qui refusent l'effacement de leur héritage. Les coopératives féminines, qui jouent un rôle central dans la sélection et la conservation des semences, gagnent en prestige et en influence. Leur savoir est enfin reconnu, valorisé, transmis.
Les foires aux semences, organisées chaque saison, attirent des délégations venues du Mali, du Niger, du Togo, qui viennent s'inspirer du modèle burkinabé. Mais l'impact va bien au-delà des champs. À Ouagadougou, comme dans les provinces lointaines, le projet fédère les citoyens autour d'une cause commune, défendre la souveraineté alimentaire. Le débat public s'enflamme et des discussions passionnées naissent sur la nécessité de lois pour protéger ce bien commun. Les radios communautaires diffusent des émissions sur l'histoire des semences, des documentaires sont produits pour expliquer l'enjeu aux plus jeunes. La société civile s'organise, crée des associations, milite pour que le modèle du Sahel Seed Vault soit inscrit dans la Constitution. Un changement historique s'inscrit dans la législation. Les semences traditionnelles, longtemps marginalisées par les règlements favorisant les hybrides industriels, sont enfin reconnues et légalisées. Elles réintègrent l'agriculture officielle et des programmes pilotes les expérimentent dans des zones en crise du nord sahélien aux frontières du Niger. Des subventions sont accordées pour encourager la production locale, des crédits à taux zéro sont proposés aux jeunes agriculteurs prêts à s'engager dans la filière traditionnelle. Bientôt, l'élan dépasse les frontières du Burkina Faso. Au Mali, au Niger, au Sénégal, au Tchad, des alliances s'esquissent. Des délégations traversent le Sahel pour apprendre, échanger et bâtir une force commune. Une coalition panafricaine émerge qui ose défier le modèle agricole hérité de l'Occident et dialoguer d'égal à égal avec l'Union africaine. On reparle du rêve d'une ceinture verte sahélienne, portée par des semences locales, résistantes, adaptées aux défis du climat. Les médias internationaux s'intéressent à ce laboratoire d'avenir. À Genève, à New York, la question de la souveraineté alimentaire africaine bouleverse les débats. Les multinationales cherchant à peser, mais désormais l'Afrique prend la lumière. On montre des agriculteurs américains venus s'inspirer de l'expérience burkinabé. C'est le monde qui change de regard. Dans les universités de Boston ou de Paris, des thèses sont consacrées à l'étude du Sahel Seed Vault, présenté comme un modèle d'innovation sociale et écologique. À présent, l'enjeu dépasse la réussite d'un simple projet. Il s'agit de l'image même de l'Afrique. Restera-t-elle une réserve de ressources ou s'imposera-t-elle enfin comme puissance autonome, capable d'inspirer la planète ? Le parallèle avec le mouvement de souveraineté alimentaire lancé par Via Campesina dans les années 90 était frappant. Ce qui était alors une revendication marginale devient ici un axe stratégique d'émancipation. La réponse reste ouverte. Mais déjà, sur tout le continent, un espoir circule. Si le Burkina Faso l'a fait, pourquoi pas nous ? Des campagnes de sensibilisation sont lancées dans les écoles, des concours récompensent les jeunes inventeurs qui trouvent des solutions pour préserver la diversité. Au Bénin, une émission de télévision populaire suit le parcours d'une famille qui tente de reconstituer une collection de semences disparues depuis la période coloniale. Mais chaque avancée attire aussi des adversaires puissants. L'heure venue, la riposte des multinationales ne se fait pas attendre. Des procès sont intentés sur la propriété intellectuelle, des campagnes publicitaires financées pour promouvoir les avantages des OGM, des pressions exercées sur les bailleurs internationaux afin de couper les financements du projet. Mais les Burkinabés tiennent bon, soutenus par une coalition internationale d'ONG, de chercheurs et de citoyens mobilisés. Le coffre du Sahel déborde bien plus que de simples graines. Il renferme une ferveur, une volonté nouvelle. Pour la première fois, une nation d'Afrique refuse d'attendre l'aide ou de subir les règles dictées d'ailleurs. Le Burkina Faso avance fier, prêt à tracer son propre sillon sur la carte du monde agricole. Cette dynamique rappelle celle de la révolution agroécologique cubaine des années 90, lorsque sous embargo, l'île dut réinventer son modèle alimentaire à partir de ses propres ressources. Ce coffre n'est pas un banal entrepôt. Il proclame une indépendance, il parie tout sur un avenir où chaque champ appartient à ceux qui le travaillent. Chaque semence préservée représente une victoire contre la dépendance, un cri affirmant que la souveraineté alimentaire n'est pas un privilège, mais un droit fondamental. Les cérémonies de remise de semences aux communautés, organisées chaque saison sèche, sont devenues de véritables fêtes populaires, célébrant la transmission et la résistance. Le risque est immense. Si l'Afrique parvient à réussir, l'équilibre du pouvoir mondial vacillera. Des empires qui, depuis des décennies, bâtissent leur fortune sur la dépendance africaine pourraient chanceler. Les géants des semences, habitués à imposer leurs lois par-delà les océans, verront un nouveau centre de gravité émerger, hors de leur portée. Mais si l'aventure échoue, une chance rare de justice et d'équilibre se referme.
Des générations entières pourraient en perdre le choix de ce qu'elles sèment, mangent, transmettent. Ce sont des histoires, des traditions, des libertés qui risquent de disparaître. L'enjeu dépasse le Burkina Faso, dépasse même l'Afrique. Si le coffre du Sahel tient ses promesses, il deviendra un modèle, un signal à tous ceux qui, de l'Inde à l'Argentine, vivent sous le poids des mêmes chaînes. Les paysans vietnamiens qui, dans le delta du Mékong, luttent pour préserver leurs rizières face à l'invasion des hybrides importés. Les communautés andines qui conservent leur variété de quinoa en défiant la pression des marchés mondiaux. Les coopératives brésiliennes qui relancent la culture du manioc natif. Tous pourraient en trouver, dans l'exemple burkinabé, la preuve qu'un autre modèle est possible. Alors, et vous, quel monde voulez-vous voir naître? Accepterons-nous un futur où l'alimentation reste un instrument de domination? Ou choisirons-nous, comme le Burkina Faso, de croire qu'il est encore possible de protéger, de transmettre, de décider? Le coffre du Sahel n'attend pas les projecteurs, il attend la relève. L'histoire commence à peine. Sa suite dépend de vos choix, de vos voix, de votre courage. Le moment est venu de répondre, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour tous ceux qui, partout dans le monde, rêvent de reprendre le contrôle de leur alimentation et, avec elle, de leur destin.